conférence sur le Terminator va commencer, présentée par Super Canard. Et franchement, une conférence Terminator présentée par Conan, il y a du niveau. Hein. Vous pouvez applaudir notre ami Ludo? Pardon, notre ami Arnold, qui m'a fait un petit peu garde du corps pour rentrer sur scène et qui va surtout s'assurer que le public qui est maintenant assis ne quitte pas la salle. Donc vous êtes coincés jusqu'à la fin de la conférence. Voilà. Méfiez-vous, il est un peu chaud. Petite conférence sur l'histoire, la genèse du film Terminator, que j'ai appelé l'histoire d'un kit ou double. Alors on va vraiment parler du premier film Terminator, puisque cette année on fête les 40 ans, heureusement il y en a un qui suit, les 40 ans de Terminator et aussi de la saga Ghostbusters, on en a parlé ce matin. Donc 40 ans, un bel âge pour Terminator, un bel âge puisque c'est exactement le mien, puisque ce film est sorti l'année de ma naissance. Moi, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Super Canard, je suis youtubeur. Je parle beaucoup de pop culture, je parle aussi beaucoup de Picsou, Donald et les BD Disney, ce qui n'a rien à voir avec le festival ou notre conférence. Mais du coup, si vous aimez ça, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne et à vous abonner. Avant de commencer, moi, j'aime bien vous poser un petit peu des questions. Alors, on va faire un petit peu comme on a fait ce matin. Est-ce que vous avez votre téléphone sur vous? Voilà. Qui était là ce matin à Ghostbusters? Ah, j'en reconnais quelques-uns. Voilà. Donc, vous connaissez. Scannez le QR code et vous allez avoir une question qui va vous être posée. Cette question, c'est, pour ceux qui ne vont pas utiliser leur téléphone, un mot pour résumer ce qu'a été Terminator dans votre vie de geek, ou le souvenir que vous en avez, ou ce que vous en savez. Et vous, voilà, vous pouvez balancer plein de mots en lien avec la saga Terminator. Ça me permet un petit peu de savoir quel public j'ai en face de moi. Et je profite parce que je viens de voir que juste là sur l'écran, on a le jeu Terminator 2 en direct. Alors, est-ce qu'il y a des mots qui apparaissent? Robot, Sarah, Apocalypse. Oula, ça va trop vite. Fun, baston. Entre autres. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Est-ce qu'il y a encore des mots qui sortent? Il y a encore des gens qui scannent? T800, futur. Donc, je sais que c'est un petit peu loin, je ne pense pas que vous le voyez, mais vous voyez, les mots apparaissent en direct. Et s'il y a des mots qui sont répétés plusieurs fois, ils seront plus gros. Je crois qu'on arrive au bout. Ah, bourrinage, hasta la vista, I'll be back, présent, apocalypse, mais je crois que je l'ai déjà dit. Je profite, moi, pour faire une photo pour mes archives personnelles. Ok, super. C'est bien de voir un petit peu ce à quoi vous fait référence Terminator. Terminator, c'est un film sorti, donc, comme je le disais, en 1984, qui a été réalisé par James Cameron. Vous connaissez James Cameron? Allez, citez-moi des films de James Cameron, là. On va voir. Titanic, très bien. J'ai pas... Pocahontas version bleue. Oh. Ah, d'accord, merci. Je ne l'avais pas. Je l'avais pas. Avatar. Voilà. Mais à l'époque, en 84, James Cameron n'a réalisé que 2 films, Xenogenesis et Piranha 2, Les Tueurs Volants. Piranha 2, bien entendu, tout le monde l'a vu ici. Oui? Non? Sinon, on peut lancer la projection. Hein. Non, non plus. Il a déjà travaillé à cette époque-là comme directeur artistique sur quelques films. Il a été en charge des effets spéciaux, comme sur le film New York 1997, comme on dit chez moi en Suisse, de John Carpenter.
Mais voilà, Xenogenesis, c'est un petit peu un film d'étudiants, presque. C'est un court-métrage qui dure une quinzaine de minutes que vous pouvez trouver non pas sur YouTube, mais sur Dailymotion, si ça vous intéresse. Et c'est l'histoire d'une bataille entre un couple humain et un robot nettoyeur. Donc vous voyez qu'on retrouve déjà les prémices de ce qui allait devenir Terminator. Quant à Piranha 2, eh ben, c'est un film qui est donc aussi sorti en 84 et c'est la suite d'un film réalisé par Joe Dante. Joe Dante qui a réalisé Piranha 1. Bien, ça c'est la bonne vanne. Il a réalisé aussi un film qui est sorti en 1984 qui est bien sûr Les Gremlins. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver sur l'affiche de Piranha 2, voilà, quelque chose qui, moi, me fait penser un petit peu aux Gremlins. Voilà la tête de ces piranhas, de ces poissons volants. Ça me fait aussi penser que quand je suis arrivé vendredi, j'ai été visiter votre jolie ville de Nantes que je ne connaissais pas et j'ai été dans le carrousel du monde marin et je suis monté sur le poisson volant qui lui ressemblait étrangement. Pour James Cameron, c'est une expérience difficile de travailler sur Piranha 2 parce que à l'origine, il travaillait un petit peu sur les effets spéciaux du film et puis le réalisateur du film s'est barré tellement le film était mauvais et on lui a dit James, c'était un touche-à-tout, allez, prends la réalisation du film et finis-nous ce film. Mais du coup, pareil, pour lui, c'est la catastrophe. Il déteste ce film, il déteste ce qu'il est en train de faire. Et il veut même pas que son nom soit au générique. Manque de peau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a signé un contrat. Donc ils lui ont dit, bah non, ton nom sera sur le générique. Et donc le premier film réalisé par James Cameron, dont le nom est au générique, est Piranha 2, alors que c'est clairement ce qu'il ne voulait pas qu'il arrive. Ce qui est intéressant aussi sur cette affiche, c'est qu'on voit la petite légende. Ils ont engendré la plus sophistiquée des machines à tuer, ce qui est clairement une légende qu'on aurait pu retrouver sur l'affiche de Terminator. On voit aussi que dans ce film, il y a un acteur juste là. On voit son nom dans le rôle de Steve. Alors je ne sais pas qui est Steve, je n'arrive pas à le reconnaître là. Lance Henriksen, qui est un acteur que peut-être vous connaissez si vous avez vu le film Alien. C'est celui qui jouait Bishop. Pourquoi je vous parle de lui? C'est parce que tout à l'heure, on va parler d'une petite histoire où ce Lance Henriksen aura une importance particulière pour Terminator. Donc on arrive à un moment de la carrière de James Cameron où il vient de réaliser ce film Piranha 2. Sa confiance en lui est ruinée. Il est seul à Rome. Il n'a pas une thune. Et au point qu'il doit, pour manger, il va dans les hôtels. Et vous savez, dans les couloirs d'hôtel, quand vous avez demandé à manger en chambre, vous laissez votre plat ensuite dans le couloir. Et il allait manger dans les restes de ses plats dans les couloirs. Et il recevait aussi des bons McDo que sa tante lui envoyait depuis les États-Unis. Enfin bref, c'était vraiment une période compliquée pour notre ami James Cameron. À savoir qu'il va finalement réussir à retourner heureusement aux États-Unis. Mais c'est à cette époque-là qu'il va faire un cauchemar dans cet état un petit peu dépressif. Il décrira ce cauchemar comme un robot squelettique sortant des flammes, un couteau à la main, en train de ramper et avançant vers lui. Et du coup, il va se réveiller et qu'est-ce qu'il va faire à votre avis? Il va le dessiner. Ouais. Il aurait dû appeler son psy, mais il l'a dessiné, effectivement. Et on retrouve le croquis de James Cameron. Et vous voyez qu'on reconnaît déjà un personnage que l'on connaît. Si je me mets là, vous voyez, je me mets devant, hein, c'est ça hein? Non, ça va? Ok. Parce que je vous voyais faire comme ça, alors... Ah, c'est le reflet. C'est de là à dire que je suis un reflet, c'est très gentil. Donc voilà le dessin. Alors, je sais qu'à l'époque, c'était vraiment plutôt un crayonné. Là, il a un petit peu retravaillé parce qu'il a fait une exposition où il a pu exposer tous ses croquis de l'époque. Donc voilà dans quel état se trouve James Cameron à la sortie de Piranha 2. Il arrive à rentrer aux États-Unis et il va commencer à écrire le scénario de son Terminator avec William Wisher, qui est un scénariste et ami de James Cameron. Et dès le début, ensemble, ils vont écrire déjà des bouts qui seront dans le film final, comme la fameuse scène du commissariat, que l'on connaît tous. Et déjà, à l'époque, ils avaient l'idée d'inclure un robot liquide, comme on retrouvera ensuite dans Terminator 2,
mais malheureusement bien trop onéreux pour le projet qu'ils avaient l'intention de mettre en place. Un peu à l'image de George Lucas qui a fait sa trilogie 4, 5, 6 avant de faire la 1, 2, 3, parce que la 1, 2, 3 était beaucoup trop onéreuse à réaliser à l'époque. Le scénario de James Cameron, il va aller le proposer à de nombreux gros studios qui vont avoir tendance à refuser ce film, n'ayant que peu confiance en James Cameron. On peut les comprendre au vu de Piranha 2. Mais il va finalement gagner la confiance de Gale Anne Hurd, qui est productrice et qui sera d'ailleurs sa future femme, à qui il va vendre pour $1 symbolique le scénario de Terminator, avec une seule condition, c'est que ce soit lui qui le réalise, et cela de bout en bout. Si vous êtes branché pop culture, notamment concernant le film Terminator. Si vous êtes branché pop culture, vous pouvez venir à la conférence, merci d'être là. Et grâce à Gale Hurd, il va réussir à obtenir la distribution de la part d'Orion Pictures. Et voilà, on a là un réalisateur, une productrice et un distributeur. Tout ce qu'il faut pour réaliser un film. Malgré tout, James Cameron, sur le papier, il dit, niveau sous, il va falloir quand même aller un petit peu plus. Et il va chercher à avoir la production d'Emdale Pictures, de John Daly de chez Emdale Pictures. Et pour ça, il va organiser quelque chose qui est assez drôle. Et je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est cet acteur Lance Henriksen, qui est donc Bishop dans Alien, mais qui joue aussi d'ailleurs dans Terminator, pour le coup. Je ne sais pas si vous le reconnaissez. Ils vont organiser un petit truc ensemble. Ils vont prendre Lance Henriksen, et comme Cameron est un touche-à-tout, il sait faire des effets spéciaux, il sait faire des maquillages, etc., il va lui faire des fausses cicatrices, il va lui mettre une veste en cuir, il va lui mettre de l'or, des feuilles d'or sur les dents, et il va demander à Lance de jouer son Terminator. Donc Lance arrive au studio d'Emdale Pictures, défonce la porte à coups de pied. Normalement, on a Conan qui nous fait la démonstration du coup de pied, mais là, il est occupé à discuter. Voilà, ce genre de coup de pied, merci, on peut l'applaudir. Il défonce la porte du studio à coups de pied, va s'asseoir sur une chaise et regarde fixement les membres de la production pendant une quinzaine de minutes. L'ambiance est particulière, un petit peu tendue. Les gens lui demandent des explications, il ne répond pas. Excusez-moi, il me fait marrer. Jusqu'au moment où James Cameron arrive, désamorce la situation et explique son scénario et son produit Terminator. Et John Daly est tellement impressionné à la fois par la démonstration de Lance Henriksen et par le scénario qu'il accepte de produire aussi Terminator. Ce qui fait que le film passe, si je ne me trompe pas, eh ben, je l'avais noté, mais je ne l'ai plus noté. Si, je l'ai noté. Passe d'un budget de 4 millions à 6,5 millions. Comme je vous disais, on a un réalisateur, on a une productrice, on a un distributeur, mais il nous faut maintenant des acteurs et il nous faut surtout un rôle titre. Et le rôle titre, c'est Arnold Schwarzenegger. Tout le monde le sait. Je ne vous apprends rien. Mais avant Arnold, James Cameron a pensé à d'autres acteurs. Alors, à votre avis, à quels autres acteurs il aurait pu penser? Ah, je vous fais bosser un peu. Hein. Alors, j'ai entendu Stallone. Ouais, Stallone a refusé. Et effectivement, Stallone avait été approché. Qui d'autre aurait pu être approché? Je vais pas parler fort, pardon. Bruce Willis. Alors, non, pas Bruce Willis. Woody Allen. Il a refusé. Qui a dit l'acteur de Magnum? Là-bas, mais toi, tu étais à la conférencière déjà, non? Effectivement, le rôle est proposé à Tom Selleck, donc l'acteur de Magnum, que vous avez pu voir aussi dans Friends, pour les plus jeunes d'entre nous. Enfin, quoi, les plus jeunes, quoi que Friends. Hein, et Tom Selleck a refusé parce qu'il était sur le tournage de Magnum et que pour le coup, il aurait dû raser sa moustache. Est-ce que vous savez, et toi tu te tais parce que tu as déjà vu la conférence, est-ce que vous savez quel autre rôle Tom Selleck a refusé?
Et Indiana Jones, exactement. Mais c'est le même de nouveau, je me suis fait avoir. Et Tom Selleck a donc aussi refusé Indiana Jones. Donc on aurait pu avoir Tom Selleck comme un grand acteur des années 80 qui aurait joué à la fois Terminator et Indiana Jones. Bon, manque de peau, bon, il a joué Magnum, quoi. C'est pas mal aussi, mais c'est un moins de rayonnement dans la pop culture. Et d'ailleurs, petit fait intéressant, est-ce que vous connaissez Tic et Tac, les Rangers du risque? Oui. Tic et Tac, les Rangers du risque, c'est un dessin animé qui est sorti dans les années 90, où Tic est déguisé, il porte un costume qui ressemble à celui d'Indiana Jones, et Tac ressemble à un costume, je m'embrouille, et Tac porte un costume qui le fait ressembler à Magnum, donc une chemise hawaïenne. Et en fait, ce petit clin d'œil de Tic et Tac, les Rangers du risque, c'est un clin d'œil au fait que Tom Selleck a refusé le rôle d'Indiana Jones. C'est d'ailleurs autre petit tips à savoir autour de Tic et Tac. Pour se rappeler qui est Tic, c'est le I d'Indiana Jones, et Tac, c'est le A de Magnum. Voilà, comme ça vous pourrez briller en société avec cette petite analyse. Donc le rôle est aussi refusé donc, par Stallone, comme j'ai dit. Et on présente Arnold Schwarzenegger à Cameron, non pas pour le rôle du Terminator, mais pour le rôle de Kyle Reese. Hugo Cameron, il n'est pas hyper chaud de rencontrer cet acteur autrichien dont il n'est pas très très fan. Mais voilà, il prend quand même rendez-vous, ils vont manger au restaurant, probablement à Planet Hollywood, pour se rencontrer. Cameron n'a tellement pas envie de voir Schwarzenegger dans ce film qu'il pense déjà à créer une forme d'embrouille pour pouvoir dire au studio, en fait, non, ce gars-là, il m'embrouille, je ne veux pas l'avoir sur mon film, je ne veux pas qu'on en parle. Et quand il arrive au restaurant avec Schwarzy commence à lui expliquer qu'en fait, il n'est pas fait pour le rôle de Kyle Reese, pardon. Il est fait pour le rôle du robot, il est fait pour le rôle de Terminator, et il lui explique comment un acteur devrait s'entraîner pour jouer un robot. Et là, Cameron, il a toujours son petit croquis, son petit carnet de croquis dans la poche. Il sort son carnet de croquis. Il commence à dessiner le visage de Schwarzenegger pendant qu'il est en train de parler avec lui. Et là, il dit non, mais en fait, c'est mon Terminator, quoi. Je veux pas de lui pour Kyle Reese, je veux lui pour Terminator. Et puis l'autre problème, c'est que s'il avait choisi Schwarzenegger pour jouer Kyle Reese, il aurait fallu trouver un acteur encore plus balèze pour jouer le Terminator. Et ça, c'est pas une blague, hein, c'est vrai, c'était une vraie problématique. On avait même à l'époque d'ailleurs proposé O.J. Simpson dans le rôle du Terminator. Ce qui est intéressant, c'est que quand on lit la biographie de Schwarzenegger, qui se trouve là-bas sur le stand, il y en a un exemplaire juste là-bas, hein, la biographie qui s'appelle Total Recall, Schwarzenegger expliquera qu'à l'époque où il a accepté de jouer dans Terminator, il était certain que ça allait être un film de merde. Il le nommait comme ça. C'était un film qui était vraiment mauvais, mais qui n'était pas trop mauvais au point de faire une tâche dans sa carrière. Mais voilà, il ne mettait pas forcément Terminator en avant. Mais Schwarzenegger, ça reste un vrai professionnel, un vrai acteur hollywoodien qui va aussi au bout des choses, même dans les films qu'il considère être des films de merde, hein, au point qu'il va aller dans des stands de tir pour apprendre à tirer, à apprécier le recul des armes sans cligner des yeux. Je ne sais pas si vous avez déjà tiré avec des armes, enfin j'espère pas, mais de manière sportive, tirer avec des armes, c'est très compliqué de ne pas cligner des yeux. Et lui va faire tout ce travail-là. Le tournage commence, et c'est un tournage qui est terriblement compliqué pour une grande majorité de l'équipe. Et cela déjà pour 3 choses. C'est que dès le début du tournage, le tournage prend 9 mois de retard parce que Schwarzenegger décide de partir tourner Conan le Destructeur. Et il ne peut pas être libéré. Et du coup, voilà, pendant 9 mois, ils n'arrivent pas à tourner. Alors James Cameron, il en profite, il va écrire le scénario de Rambo 2 et il va se mettre à réfléchir à une suite d'Alien. Donc c'était 9 mois qui étaient plutôt bien utilisés dans le fond. Et pendant ces 9 mois, Linda Hamilton, donc qui joue Sarah Connor, vous en avez parlé tout à l'heure, vous l'avez cité dans vos mots,
elle va se casser la cheville ou le tibia, enfin elle va se casser une jambe juste avant le tournage, et arrivée au début du tournage, elle est encore en grande difficulté. C'est très douloureux pour elle, donc ils vont devoir changer tout l'agenda du tournage, tourner toutes les scènes où elle n'est pas trop mise à contribution de manière sportive, mais finalement arrivent les scènes plus sportives et elle s'est toujours pas remise. Et elle doit continuer à tourner le film avec cette blessure, avec cette douleur, et surtout avec un James Cameron qui est extrêmement pointilleux. Et James Cameron, c'est vraiment vraiment un réalisateur touche à tout. Il a fait des effets spéciaux, mais il s'y connaît en maçonnerie, il s'y connaît en plein de trucs. Et c'est vraiment le mec qui va vous dire, alors que vous êtes un spécialiste sur son tournage, il va dire non, mais fais-moi comme ça parce que moi je sais comment ça marche et c'est comme ça que je veux le truc. Et c'est vraiment quelqu'un, ça va être très agaçant, j'imagine, hein, mais c'est vraiment quelqu'un qui va aller au bout de ses idées à chaque fois. Et c'est vraiment très compliqué pour Linda parce qu'il lui fait refaire et refaire des scènes alors qu'elle a voilà, cette jambe blessée. Et finalement, le budget reste assez serré quand même, parce que James Cameron essaye de voir les idées, garder ses grandes idées, et certaines scènes seront tournées par lui-même, sans budget. Par exemple, la scène où la tête du Terminator à la fin est écrasée. Tout le monde a vu Terminator, je ne suis pas en train de spoiler la fin. La tête du Terminator est écrasée par une presse hydraulique. C'est lui qui l'a tournée sans budget. Et je crois même que le film était d'ailleurs même déjà parti en post-production quand il s'est lancé là-dessus. En résumé, on a un réalisateur peu chevronné, mais qui est touche-à-tout. On a une vision peu partagée par les acteurs, une production frileuse, mais surtout, on a un style de film très particulier pour l'époque. Et c'est un petit peu à ça que je voulais arriver. Parce qu'à l'époque, on n'est pas vraiment habitué à ce type de science-fiction. On est au début des années 80 et on est plutôt sur quel type de film ? Début des années 80, science-fiction ? Non, vraiment ? Non, pas 2001 ? Non, on est sur Star Wars, hein. C'est l'époque de Star Wars. Mais peut-être que quelqu'un l'a dit et que je ne l'ai pas entendu. Hein. Voilà, des vaisseaux dans l'espace, ces grands space opéras. Mais on est aussi dans une autre période du cinéma qui s'appelle le slasher movie. On est un petit peu dans l'âge d'or du slasher movie. Est-ce que le slasher movie, ça vous parle ? Ouais, j'en vois là qui secoue la tête. Quelques exemples de films de slasher movie. Halloween. Vendredi 13, exactement. Donc, ces films d'horreur où on a un tueur en série, un tueur un peu paranormal, qui court après une jeune fille ou des jeunes filles pour les buter. Et en vrai, Terminator, c'est un vrai méchant de slasher movie. Si vous regardez, on a un personnage avec des pouvoirs, alors pas surnaturels, mais en tout cas hors du commun, qui va poursuivre une femme pour la tuer, qui n'a pas d'émotion, qui est complètement émotionnel, je ne sais pas comment on dit. Et c'est peut-être cette vision que va avoir Cameron qui va créer le succès du film. On rajoute sur ce slasher movie une couche de SF, une couche de film d'action, et on obtient un mélange qui ne s'est quasiment jamais vu au cinéma, en tout cas dans le cinéma hollywoodien. Et d'ailleurs, c'est ce que diront les comédiens et les gens qui ont travaillé avec Cameron à cette époque. Ils n'ont pas su ils n'ont pas su comprendre la vision du réalisateur à cette époque-là. Linda Hamilton, donc je vous disais qu'il avait très mal vécu le tournage à cause de sa jambe, et du côté très pointilleux de Cameron, va expliquer qu'elle va comprendre ça par la suite quand elle va voir ses autres films, comme Abyss par exemple, ou Aliens. Elle ne voulait plus du tout tourner avec lui à la fin du film, et après, elle lui a couru après pendant longtemps pour pouvoir être dans la suite, qui était d'ailleurs pas forcément voulue par Cameron. Mais Terminator 2, c'est une autre histoire, on n'en parlera pas aujourd'hui. Et on a finalement un film avec de très nombreuses nominations, vainqueur plusieurs fois du meilleur film, et qui va nous faire 4 millions de dollars à la sortie. J'ai un petit doute sur ces 4 millions de dollars. Non, ce n'est pas 4 millions.
Enfin, je vais y revérifier. Bref, il a fait beaucoup de thunes. Il a fait beaucoup de thunes et ça a été le succès qu'on lui a connu. Bon, là, j'avoue, j'ai un peu abusé sur les nominations parce que vous avez même la nomination du meilleur menu DVD des années 2000. Mais je trouvais ça drôle de le mettre. Les produits dérivés du film. Ce matin, il y en a qui étaient à la conférence Ghostbusters ce matin? Ouais. On a parlé des jouets. Et quand Cyril m'a demandé, il m'a dit, mais toi, tu es un expert des jouets et tout, parle-nous des produits dérivés, de tous les jouets qui ont existé. J'ai dit, ouais, pas de problème, Ghostbusters, pas de souci, Terminator, je te fais un truc. Et quand j'ai écrit la conférence, j'ai réalisé que Terminator était un film pour adultes quand il est sorti. Et qu'il n'y a pas de jouets tirés du premier Terminator. On n'aura que des jouets tirés du second Terminator. Alors là, je vous ai amené quelques robots de ma jeunesse. Hop, je ne sais pas si j'arrive à les faire tenir, merveilleux. Hop. Voilà, et qui sont assez chouettes, parce que quand vous bougez les bras, c'est vraiment compliqué de faire ça en vous parlant en même temps. Bref, voilà. Quand vous bougez les bras, vous avez les petits rouages qui marchent à l'intérieur. Vous avez les petits tuyaux de plastique qui sont tout mous. Donc quand vous tournez, vous avez vraiment l'impression d'avoir un mécanisme qui bouge. Et vous savez, il y a ce fameux champ dans Terminator 2 où on voit plein de crânes et puis de T-800 qui sont couchés sur le sol. Et du coup, j'en avais plein quand j'étais gamin. Et je m'amusais à les poser pour faire un peu le même champ. Et donc celui-là, je lui ai arraché volontairement le bras. Vous voyez, ouais, c'est pas une cassure d'usure, c'est vraiment moi qui lui ai arraché le bras quand j'étais gamin pour faire un robot qui avait été à moitié détruit pendant la guerre contre les robots. Je vous les laisserai ici, vous pourrez venir jeter un petit coup d'œil après. Voilà, donc comme je disais, voilà, pas de jouets, mais par contre quand même des centaines de produits dérivés, plutôt à destination des adultes. On a vu un flipper ici, vous en avez vu là-bas. Et finalement, qu'est-ce que nous apprend l'histoire de la réalisation de Terminator ? L'histoire de la réalisation de Terminator nous apprend une chose essentielle dans le monde de la pop culture. Et je pense que beaucoup de personnes ici peuvent s'y retrouver. En tant qu'adultes, je vois qu'il y a quelques cosplayers dans le public, par exemple, mais aussi, je pense aux collectionneurs, je pense à ceux qui ont des projets dans la pop culture. Donc cette chose que nous apprend la réalisation de Terminator, comme disait un chanteur connu, il faut aller au bout de ses rêves. Voilà, il faut aller au bout de ses rêves et littéralement, pour le coup, dans le cadre de James Cameron. Quand on pense à Terminator, on imagine moi j'imaginais cette grosse machine hollywoodienne. Je vous avoue, je ne connaissais pas beaucoup la genèse de l'histoire de Terminator. Je pensais que j'allais rentrer vraiment dans les histoires des gros films hollywoodiens, un gros budget, etc. Alors que dans le fond, il y avait un vrai travail personnel. Un mec qui bouffait dans les plateaux repas des hôtels, qui avait des rêves chelous, et qui a créé cette machine. Et quand je parle de machine, je ne parle pas forcément du T-800, je parle de la saga et de tout ce qui est ressorti de ce premier film, fait presque à l'arrache. Toutes les suites, l'impact, je savais qu'il n'allait pas tenir, les suites et l'impact immense sur la pop culture et la science-fiction de manière générale, et tout ce que ça nous a apporté. Et c'est vrai que tout à l'heure, je vous ai fait faire un petit peu l'exercice des mots, c'est aussi cool pour moi de voir un petit peu ce à quoi ça vous fait référence. Et je suis étonné parce que les deux fois, Sarah Connor sort quasiment en premier. Et tout à l'heure, je vous ai parlé du slasher movie. Et souvent, le vrai héros du slasher movie, c'est pas le tueur, c'est la final girl, c'est celle qui reste à la fin, c'est celle qui est capable de tuer l'ennemi. Et là, avec Sarah Connor, on a une vraie final girl, on a une vraie héroïne. Donc voilà, moi je voulais terminer par un petit moment de débat. Il y a quelqu'un avec un micro, normalement, quelque part. Voilà, il est là, merveilleux. Quel régime est au taquet. J'avais envie de vous poser une question, comme on a fait ce matin un petit peu, c'est est-ce que Terminator a eu raison d'avoir des suites ? Est-ce que quelqu'un veut réagir à ça ? Ça peut être juste déjà oui ou non. Hein. Ah. Bah, pour le 2, oui, après, non.
Ok. Clairement. Bah, c'est une excellente question. Quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs, c'est vraiment un point commun avec Ghostbusters, c'est qu'on a un excellent premier film, on a un très bon second film. Pour Terminator, certains diront on a un meilleur Terminator sur le 2. Et après, on a tout le reste. Et du coup, est-ce qu'on a bien fait d'avoir tout le reste? Là, il y a encore une réaction? Alors je pense que oui. Le seul problème, c'est que changement de réalisateur, comme sur beaucoup de sagas, ça apporte pas forcément des bonnes choses, pas forcément des bonnes idées, avec une ligne directrice qui peut être un peu floue. Et je dirais que par exemple, je crois que c'est Salvation en anglais, était pas mal, avait vraiment des bonnes idées, avec le John Connor dans le futur, qui se passe vraiment dans le futur, avec la création des T-800, si je dis pas de bêtises. Avait des bonnes idées, mais voilà, qui n'a pas abouti. Et après, ça a été des reboots, des remakes, et au final, on va changer Sarah Connor, on va changer John, on va le tuer, et puis on va plus le tuer, et puis Sarah va mourir. Et voilà. Après, bon, le dernier, il est très, très, très discutable. Mais il y a eu des bonnes idées par-ci, par-là. Mais voilà, la ligne directrice n'était pas assez floue, enfin, était plutôt trop floue, et donc ça a apporté un peu tout et n'importe quoi. Et donc après, si je dis pas de bêtises, quand Cameron a repris le bébé, il a voulu remettre sa patte, et donc il a effacé des éléments pour en remettre d'autres, pour après ensuite se recontredire, des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est compliqué, ouais. Ok, merci. D'autres réactions? Ouais, il y en a. C'est bien, il suffit qu'il y ait une personne et après ça y va. Il y a eu une série dérivée, Sarah Connor, que j'ai particulièrement appréciée. Voilà, je ne sais pas si on m'entend bien, mais oui. Ouais, tout à fait, ouais. C'est vrai que alors, les avis, c'est toujours très personnel, mais c'est vrai que je trouve que les Chroniques de Sarah Connor est une excellente série. Donc si vous ne l'avez pas vue, effectivement, n'hésitez pas à y aller. J'ai pas vu le dernier, l'animé qui est sorti sur Netflix. J'ai pas vu, j'ai juste vu que la bande-annonce était avec la musique des Smashing Pumpkins, qui est mon groupe préféré. Donc ça m'a motivé, mais je ne sais pas ce que ça vaut du tout. D'autres réactions par rapport à l'idée de faire des suites? Alors pour l'animé, moi j'ai eu l'occasion de voir les deux premiers. Merci d'ailleurs, merci Super Canard d'être avec nous, c'est vraiment un plaisir de t'avoir et on apprend énormément de choses. Moi je vous propose qu'on l'applaudisse quand même avant qu'on termine maintenant. C'était pas prévu. On apprend beaucoup de choses et c'est assez fabuleux. Moi qui suis un geek et on l'est tous là en ce moment, c'est un vrai plaisir de t'avoir parmi nous. Alors, les deux premiers épisodes, très surprenants, très surprenants. Moi, j'étais agréablement surpris. Maintenant, j'attends de voir la suite. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a d'autres qui ont vu l'intégralité des épisodes de cet animé. J'étais surpris déjà et c'était plutôt culotté. Ça passe sur Netflix. Plutôt intéressant. Alors, qu'est-ce qui nous prépare derrière? Je ne sais pas. Parce qu'en effet, moi, je suis assez d'accord. Le Salvation, très bonnes idées. Pourquoi on n'est pas continué à suivre? Le dernier, pour moi, honnêtement, j'ai pas compris là. J'ai pas compris James Cameron qui reprend la patte et puis ce scénario du Terminator 2 où ils arrivent enfin quand même à s'en débarrasser du T-1000 et puis on nous tue John Connor comme ça dès le début du dernier. Là, c'est un peu compliqué. La pilule était dure à avaler, quoi. Mais par contre, je suis assez d'accord, il y avait des très bonnes idées. J'ai un faible pour le 3. La créature féminine avec la fameuse scène dans la voiture où elle regarde la pub de Victoria's Secret, pour moi, m'a marqué dans ma jeunesse. Voilà, c'était plutôt intéressant. Il y avait des bonnes idées là aussi. Par contre, le film n'est pas abouti, hein. De mémoire, ils ont dû rajouter d'ailleurs de sa poche Schwarzenegger pour terminer, retourner la scène où il est trimballé par un camion en bout de câble et où il démolit un immeuble. Maintenant, après, voilà, moi je suis plutôt très heureux d'apprendre encore des choses sur le premier opus. Merci pour ça. Pour moi, il est inégalable. Même le 2 qui est vraiment, et on l'a diffusé la semaine dernière en partenariat avec le cinéma Saint-Laurent, en 4K, on a pris un plaisir immense. Mais le premier, sérieusement, on a pris tous une claque à l'époque, quoi. Même encore maintenant, j'ai du mal à décoller quand j'envoie une image, je vais jusqu'au bout du film. Voilà. Donc bon. Ok, merci de ton tour. Et d'ailleurs, je suis très étonné. Je t'avoue, quand tu m'as dit il faut faire Terminator, je me suis dit, ah merde, le 2, je le trouve mieux quand même. Mais c'était un vrai souvenir. J'ai pu redécouvrir justement le premier Terminator et je suis justement très étonné de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un amour très particulier avec le premier épisode. Et moi-même, voilà, du coup, je te remercie de m'avoir invité, parce que ça m'a permis, moi, d'apprendre des choses en écrivant. Ça, ce qui est très intéressant, c'est que James Cameron, je pense qu'il a vraiment un côté amour-haine avec son œuvre. Quand il a fait le premier film, il n'avait pas du tout envie de faire un deuxième. Et je sais que c'est Schwarzenegger qui a beaucoup tabassé pour lui. Alors qu'il disait que c'était un film de merde, il lui a dit il faut qu'on fasse un deuxième, il faut qu'on fasse un deuxième, il faut qu'on fasse un deuxième. Et James Cameron a accepté de faire le deuxième. Mais c'est marrant parce qu'il avait tourné une scène pour la fin du deuxième
qui clôturait en fait Terminator. Il avait tourné une scène avec Linda Hamilton qu'ils avaient grimée plus âgée, qui était dans un futur apaisé, en vieille dame, et voilà, la guerre n'avait pas lieu. Et finalement, ils ont tourné cette scène où on voit la route qui défile avec la voix de Sarah Connor, pour donner une ouverture au troisième, alors qu'il n'avait pas envie de faire le deuxième, et c'est pas lui qui a fait le troisième. Enfin bref, voilà, il y a vraiment cette relation très étrange de James Cameron avec son œuvre. Pour terminer, à moins qu'il y ait vraiment des réactions très vives là, des mains qui se lèvent, non, on va faire comme hier, je vais vous poser une question. Qui c'est à main levée, qui c'est qui pense qu'on aurait dû s'arrêter à Terminator 1? Ok, intéressant. Qui c'est qui pense qu'on aurait dû s'arrêter à Terminator 2? Il y a même des mains au fond de la salle, c'est cool. C'est-à-dire qu'on m'écoute même dans le couloir là-bas. Ok, qui c'est qui pense qu'on aurait dû, que c'est bien, que ça aille continuer comme ça? Ok, c'est assez partagé. Moi, je vous avoue que même si en tant que fan, j'ai souvent du mal avec les suites, même on parlait de Ghostbusters ce matin, hein, j'ai du mal. Il y a quelque chose par contre qui est très important pour moi, c'est la passation à mes enfants, la passation, l'héritage que je donne à mes enfants. Et c'est vrai qu'avec des films plus anciens, des fois c'est compliqué. Donc le fait qu'il y ait un peu des renouvellements de licences, c'est assez chouette pour pouvoir voilà, vivre cet échange, en tout cas avec mes enfants. Et on arrive au terme de cette conférence, et c'est aussi ma dernière conférence, le dernier moment où je suis sur scène avec vous, et j'aimerais vraiment remercier du fond du cœur le festival Retroplay de m'avoir invité. J'ai vraiment découvert un festival fabuleux, avec des gens fabuleux, des chouettes, des très très chouettes rencontres, et puis je pense que vous pouvez vraiment, vraiment applaudir les organisateurs de ce festival, et ceux qui y participent, parce que c'est vous. Et surtout, je vous avoue que quand je rentrerai dans un bar, je ne regarderai plus les flippers de la même façon. Vraiment. Très bonne fin de festival à chacun. Prenez soin de vous. À bientôt. Moi, je suis encore là si vous voulez discuter. Je laisse les jouets traîner si vous voulez venir jouer avec. À bientôt.